Ceci est le message d'une spectatrice nommée Pat. Et quand je l'ai reçu, j'ai compris que ce serait le témoignage le plus difficile à traiter de toute cette chaîne, non pas à cause de ce qu'il raconte, mais à cause de qui il raconte. Pendant 7 ans, elle a travaillé de l'autre côté du bar. Elle a servi les verres, mémorisé les prénoms, appris à pleurer sur commande quand il le fallait, et à sourire quand ça ne servait à rien de pleurer. Elle a vu défiler des centaines d'hommes venus de France, de Belgique, de Suisse, d'Allemagne, du Canada, d'Australie, et de partout ailleurs, et elle a fini par comprendre quelque chose que la plupart d'entre eux n'ont jamais compris, même après avoir dépensé tout ce qu'ils avaient. Aujourd'hui, elle a 34 ans, elle vit à 30 minutes du village où elle est née, et elle gère un petit atelier de couture avec 10 employés. Elle m'a écrit parce qu'elle regarde depuis longtemps les vidéos publiées sur cette chaîne, et parce qu'à chaque fois qu'un homme raconte comment il a été, selon ses propres mots, arnaqué par une femme thaïlandaise, elle ressent quelque chose qui n'est pas exactement de la colère, mais qui n'est pas non plus de la compassion. Elle appelle ça une envie de compléter la phrase. Elle m'a demandé si je voulais bien laisser cette phrase se compléter dans une vidéo en français, parce que c'est la langue qu'elle a le plus entendue dans les bars où elle a travaillé, et parce que c'est le public qui, selon elle, en a le plus besoin. Je m'appelle Pat, m'a-t-elle dit dans son message, et je voudrais vous raconter ce qui se passe vraiment dans un bar de filles en Thaïlande, du point de vue d'une femme qui a travaillé 7 ans. Je suis pas là pour me disculper. Je suis pas là pour accuser les hommes qui sont venus me voir. Je suis là parce que personne ne raconte cette histoire depuis l'endroit d'où je la raconte. Et je pense qu'il est temps que quelqu'un le fasse. Si vous appréciez les histoires que je raconte, pensez à appuyer sur le bouton d'abonnement. Votre soutien est essentiel à la croissance de cette chaîne et m'aide à consacrer du temps à la réalisation de ces vidéos, malgré mon engagement dans un emploi à temps plein. Merci d'être présent parmi nous. Avant que je commence, je voudrais dire 2 choses sur le titre de cette vidéo, parce que je pense que si je ne les dis pas maintenant, tout le reste sera mal compris. Le premier mot qui me gêne, c'est le mot arnaque. Une arnaque, dans mon esprit, c'est une chose qui est organisée à l'avance, avec un plan, avec des complices, avec un objectif écrit quelque part. Ce que j'ai vécu pendant 7 ans, c'est pas ça. Ce que j'ai vécu, c'est une économie. Une économie qui a ses règles, ses prix, ses hiérarchies, ses façons de faire, mais que personne n'écrit nulle part et que personne ne vous explique quand vous entrez dans la pièce pour la première fois. Les hommes qui viennent dans les bars le savent, la plupart, au moins en surface, ils savent qu'ils paient pour quelque chose. Ce qu'ils savent pas toujours, c'est ce qu'ils paient exactement. Et c'est ça qui crée la confusion. Le deuxième mot qui me gêne, c'est le mot avoue. Avouer, ça veut dire reconnaître une faute. Je ne reconnais pas de faute. Je ne suis pas venu vous dire pardon. Je viens vous expliquer un système auquel j'ai participé pendant 7 ans, avec les yeux ouverts la plupart du temps et avec les yeux fermés le reste du temps. Ce n'est pas une confession. C'est une explication. Je pense que la différence est importante. Je vais parler des techniques que j'ai utilisées, je vais parler des clients que j'ai eus, je vais parler des filles avec qui j'ai travaillé, je vais parler de la façon dont l'argent circule dans un bar, parce que c'est la question que les hommes ne posent jamais et qui explique presque tout. Je vais aussi parler des choses que les vidéos comme celle-ci ne racontent pas, parce que je pense qu'elles font partie de l'histoire, même si elles n'intéressent personne. Je vais essayer d'être honnête sur ce que j'ai fait, sans me présenter comme une victime et sans me présenter comme un monstre. Je pense que la vérité est plus fatigante que ces 2 versions, et c'est pour ça que personne ne la raconte. Mon français n'est pas parfait. Je l'ai appris dans les bars, avec des clients qui étaient patients ou moqueurs selon les soirs, et plus tard toute seule, avec des cahiers et une petite tablette. Je m'excuse si parfois je choisis un mot qui n'est pas exactement le bon. J'essaie de dire les choses telles qu'elles étaient, dans la langue que j'ai apprise en même temps que le métier. Je suis né dans un village agricole du district de Phon, dans la province de Khon Kaen, dans le nord-est de la Thaïlande. Cette région s'appelle l'Isan. Nous sommes une région pauvre. Nos rizières ne rapportent pas beaucoup, notre langue n'est pas exactement la même que celle qu'on parle à Bangkok, et pendant des générations, quand une famille avait besoin d'argent, ce sont les enfants qui partaient. Les fils allaient dans le bâtiment, les filles allaient dans les usines ou dans les maisons de riches à Bangkok pour être bonnes, ou dans les bars quand elles étaient jolies et prêtes à faire le calcul. Mon père était riziculteur, ma mère était couturière à domicile. J'ai 2 sœurs plus âgées et 2 frères plus jeunes. Nous n'avons jamais eu faim, mais nous avons toujours compté. Compter les billets,
compter les jours avant la prochaine récolte, compter les kilos de riz que ma mère envoyait à sa propre mère dans un autre village. Quand j'avais 10 à 7 ans, mon père est parti. Je ne veux pas raconter les détails, c'est pas ce qui compte ici. Il est parti et il n'est pas revenu, et les rentrées d'argent ont cessé. Ma mère a continué à coudre. Elle a essayé de vendre plus, elle a échoué à vendre plus. Mes sœurs étaient déjà mariées, vivaient dans les villages de leurs maris. Mes frères étaient encore à l'école. Il fallait quelqu'un. J'ai passé mon bac technique à Khon Kaen-ville et je suis parti à Bangkok à 10 à 9 ans, avec un contrat pour une usine textile dans la zone industrielle de Samut Prakan. L'usine, c'était 12 heures par jour, 6 jours sur 7, dans un hangar qui chauffait comme une casserole quand le soleil montait. Nous cousions des ourlets sur des chemises destinées à l'exportation. Le salaire, quand j'enlevais le logement collectif et la nourriture de la cantine, me laissait environ 3000 bahts par mois à envoyer à ma mère, ce qui faisait à peu près 80 €. Elle en avait besoin de 6000 minimum. Ce calcul, je le refaisais chaque semaine dans ma tête et il n'était jamais différent. J'ai tenu 4 mois. Une cousine de ma mère qui avait travaillé plusieurs années à Pattaya est passée à Bangkok pour un enterrement et elle m'a parlé pendant 2 heures dans un café. Elle ne m'a pas menti. Elle m'a pas dit que c'était facile. Elle m'a dit que c'était un choix, que ce choix avait un prix et que ce prix était plus haut que ce que je pensais, mais que si j'étais clair avec moi-même sur ce que j'allais faire, je pouvais tenir 1 ou 2 ans, gagner assez pour rentrer et essayer autre chose. Elle m'a dit une phrase que je n'ai jamais oubliée. Elle m'a dit « Si tu y vas en te mentant à toi-même, tu vas rester 10 ans et tu ne rentreras jamais. Si tu y vas en te disant ce que c'est, tu vas rentrer quand tu auras décidé de rentrer. » Je suis arrivé à Pattaya 2 semaines plus tard avec une valise en toile bleue et une conviction très ferme que je repartirais dans 6 mois maximum. Je suis resté 7 ans. Le bar où j'ai commencé se trouvait dans une petite rue perpendiculaire à Walking Street, la grande artère nocturne de Pattaya. C'était un établissement moyen, ni misérable, ni luxueux, avec une trentaine de filles et une clientèle mélangée. Beaucoup d'Européens, quelques Australiens, des Coréens le vendredi soir, des Russes en hiver. La gérante s'appelait Mahem. Elle avait 38 ans à l'époque, elle venait d'un village de la province de Roy, à quelques heures de chez moi. Et c'était la première femme à qui j'ai parlé dans ce milieu qui ne m'a pas menti. Le premier soir, elle m'a fait asseoir à une petite table dans le fond de l'établissement. Elle a commandé 2 verres d'eau et elle m'a dit ce qui suit. Tu n'es pas ici pour être belle, parce que la beauté ne suffit pas, et parce que dans une pièce de 30 filles, il y en a toujours au moins 5 plus belles que toi. Tu n'es pas ici pour être aimée, parce que les hommes qui viennent ici ne savent pas ce qu'est l'amour, et ceux qui pensent qu'ils le savent viennent pour l'acheter, ce qui prouve qu'ils ne le savent pas. Tu es ici pour vendre du temps. Le temps est ta seule marchandise, et le temps se facture différemment selon comment tu le vends. Apprends à calculer. Le reste, tu l'apprendras en le faisant. Elle m'a ensuite expliqué le système économique du bar, avec la précision d'une comptable, le salaire de base. Ce que le bar te paie chaque mois, quel que soit ton chiffre, c'était environ 8000 bahts, à peu près 200 €. C'est ridicule. Personne ne vit avec ça. Personne n'envoie de l'argent à sa mère avec ça. Personne ne fait rien avec ça. Ce salaire, m'a-t-elle dit, c'est juste pour que tu reviennes le lendemain. Le vrai argent, il vient des commissions sur les boissons que les clients t'offrent, ce qu'on appelle les lady drinks. Chaque verre qu'un client t'achète te rapporte entre 40 et 60 bahts. Un bon soir, tu peux boire 15 ou 20 verres. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la barre fine. La barre fine, c'est la somme qu'un client paie au bar pour te faire sortir de l'établissement avant la fin de ton service. À l'époque, dans notre bar, c'était 1000 bahts pour une sortie courte, 2000 pour la nuit. Sur ces 1000 bahts, tu touches à peu près la moitié. Le reste, c'est ta négociation avec le client en dehors du bar pour ce qui se passe ensuite. Cette négociation m'a dit même, tu l'as fait toi, tu l'as fait dehors, et tu l'as fait jamais devant le personnel du bar. Le tarif habituel à Pattaya, à l'époque, c'était entre 1500 et 3000 bahts pour une sortie courte, entre 3000 et 5000 pour la nuit, plus si le client était généreux, plus si tu savais négocier, plus si le client était un régulier qui payait toujours plus qu'il n'aurait dû. C'était l'économie. Elle n'était pas cachée. Elle n'était pas honteuse. Elle était simplement ce qu'elle était. Ce qui restait caché, c'était pas l'économie, c'était ce qui se passait autour. J'ai mis à peu près 3 mois à comprendre qu'il y avait 4 profils de filles dans un bar comme le nôtre, et que chaque profil correspondait à une trajectoire différente. Le premier profil, c'était ce qu'on appelait entre nous les filles de passage. Elles avaient entre 10 à 8 et 22 ans, elles étaient là pour 6 mois ou 10 à 8 mois. Elles avaient un objectif précis, rembourser une dette de la famille, financer une formation d'infirmière ou de coiffeuse, aider un parent malade,
Elles rentraient au village dès qu'elles avaient atteint leurs chiffres. J'en connais qui sont vraiment partis, qui ont ouvert des petites boutiques dans leur province, qui se sont mariés avec un homme du coin qui n'a jamais su. Ce profil, c'est celui que j'avais l'intention d'être. Je ne l'ai pas été. Le deuxième profil, c'était les filles installées. Elles avaient entre 25 et 35 ans, elles étaient là depuis plusieurs années, elles avaient plus de plan de sortie clair, elles avaient de l'argent, ou du moins elles auraient dû en avoir, mais souvent, elles ne l'avaient pas parce qu'elles envoyaient tout à leur famille, ou parce qu'elles avaient développé des habitudes de dépenses qu'elles ne pouvaient plus soutenir sans les revenus du bar. Ce profil, c'est celui que je suis devenu sans m'en rendre compte, entre ma 3e et ma 5e année. Le troisième profil, c'était les filles piégées. Attention, elles n'étaient pas piégées par les clients, elles étaient piégées par la structure économique elle-même. Elles avaient commencé jeunes, elles avaient gagné beaucoup d'argent très vite, elles s'étaient habituées à un niveau de vie qui n'était plus possible dans leur village d'origine, elles avaient parfois des dettes envers le bar ou envers le propriétaire du logement, elles avaient plus d'autres compétences monnayables. Sortir, pour elles, ça voulait dire retomber. Et retomber, c'était pas seulement retomber économiquement, c'était retomber socialement, aux yeux de leur famille qui pensaient qu'elles travaillaient dans un magasin à Bangkok, aux yeux d'elles-mêmes qui avaient fini par se définir par ce niveau de revenu. Je pense que Rung, une fille que j'ai connue plus tard à Chiang Mai, était de ce profil, même si elle n'aurait jamais utilisé ce mot. Le quatrième profil, c'était les gérantes en devenir. Celles qui avaient compris la mécanique de l'intérieur, qui économisaient sérieusement, qui apprenaient auprès des propriétaires actuels, et qui construisaient patiemment vers la propriété de leur propre établissement. Maëm était de ce profil. Elle a ouvert son propre bar dans une autre rue, environ 4 ans après que je l'ai rencontrée. Elle est riche. Aujourd'hui, selon les standards de son quartier d'origine à Roae, elle a une maison en dur avec un étage, une voiture et sa mère n'a plus besoin de coudre. Le prix qu'elle a payé pour ça, elle ne le raconte à personne et je ne vais pas le raconter à sa place. Il faut que je vous parle maintenant des techniques que nous utilisions parce que c'est probablement ce qui intéresse le plus les gens qui regardent cette vidéo et parce que c'est aussi la partie que je trouve la plus difficile à raconter honnêtement. Je ne vais pas vous les présenter comme des trucs magiques ou comme des manipulations diaboliques. Je vous les présenter comme ce qu'elles étaient. C'est à dire du travail. Un travail que nous faisions 8 heures par jour, 6 jours par semaine, avec plus ou moins de talent selon les filles et avec plus ou moins de conscience de ce que nous étions en train de faire selon les moments. La première technique, on l'appelait entre nous l'attention sélective. Elle consistait à mémoriser des détails personnels sur chaque client régulier et à les restituer au moment exact où il produirait l'effet maximal. Le prénom de l'ex-femme, le nom du chien, la ville où le fils habite, le nom du plat que la mère préparait quand il était enfant, le nombre de kilos qu'il a perdu depuis sa dernière visite. Nous avions toutes de petits carnets, cachés dans nos sacs, où nous notions ce genre de choses après le départ du client. Certaines filles avaient des systèmes très élaborés, avec des couleurs et des flèches et des dates. Moi, j'écrivais simplement en taille, prénom du client, une phrase de contexte, 3 détails. Je relisais mon carnet le matin avant de partir travailler. C'était pas de la sorcellerie. C'était de la préparation. La deuxième technique, on l'appelait l'exclusivité simulée. Elle consistait à faire croire à chaque client qu'il était différent des autres, spécial, compris d'une façon qu'aucun autre client n'avait jamais été. C'est la technique qui produisait le plus de résultats pour le moins d'efforts. Il suffisait de baisser un peu la voix, de poser sa main sur la sienne quand il racontait quelque chose de difficile, de dire une phrase du genre « je dis pas ça à tout le monde, tu sais », ou bien « je ne suis pas comme ça d'habitude ». Ces phrases, nous les répétions plusieurs fois par soir à plusieurs clients différents. Elles marchaient à chaque fois. Elles marchaient parce que les hommes qui venaient dans les bars étaient pour la plupart des hommes qui avaient perdu depuis longtemps la sensation d'être quelqu'un d'unique dans le regard d'une femme. Ils ne demandaient pas grand-chose. Ils demandaient juste ça, cette petite sensation. Et nous la leur donnions, et nous la leur facturions, et personne ne trouvait ça bizarre parce que c'était le prix affiché du service. La troisième technique, on l'appelait la rareté calibrée. Elle était plus subtile que les 2 premières, et toutes les filles ne savaient pas l'utiliser. Elle consistait à être moins disponible au bon moment pour augmenter le désir de contact. Un client vous écrivait tous les jours, vous répondiez pas pendant 2 jours, puis vous répondiez avec un message court qui expliquait que votre mère était malade et que vous n'aviez pas eu le temps. Un client vous envoyait de l'argent régulièrement. Vous étiez très reconnaissante la première fois, un peu moins la deuxième, presque indifférente la troisième, jusqu'à ce qu'il augmente la somme pour retrouver votre reconnaissance. Cette technique fonctionnait parce que le désir humain, m'avait expliqué Maëm, ne réagit pas à ce qu'il obtient. Il réagit à ce qu'il craint de perdre. Une fille toujours disponible n'est plus désirable. Une fille qui pourrait disparaître à tout moment est infiniment désirable. Cette règle, elle vaut dans
tous les couples du monde, avait-elle dit, mais dans un bar, on l'applique de façon consciente et professionnelle. La quatrième technique, on l'appelait le projet narratif. C'était la plus longue à mettre en place, et c'était celle qui rapportait le plus. Elle consistait à construire avec le client, au fil des mois, une histoire plausible sur ce que l'avenir pourrait être ensemble. Un mariage éventuel. Une vie commune éventuelle. Une petite boutique à ouvrir dans le village, un salon de coiffure, un restaurant, une pension pour touristes. Cette histoire, nous ne la présentions jamais comme une certitude. Nous la présentions comme un rêve partagé, comme quelque chose de fragile qui pourrait devenir réel si les conditions s'y prêtaient. Les conditions, bien sûr, incluaient toujours un certain montant d'argent. Pas tout de suite, pas d'un coup, un peu chaque mois pour préparer le terrain, pour acheter le local, pour assurer la famille. Le client qui entrait dans un projet narratif ne se voyait pas comme quelqu'un qui payait pour une prestation. Il se voyait comme quelqu'un qui investissait dans son propre bonheur futur. Cette différence de perception changeait tout. Elle permettait de justifier des sommes qui, présentées comme un tarif, auraient paru absurdes. 20 000 euros pour construire une pension dans un village qui n'existe pas, c'est absurde. 20 000 euros échelonnés sur 3 ans pour préparer notre vie ensemble, c'est raisonnable, presque prudent. Le mot investissement fait des miracles quand on veut faire disparaître le mot dépense. La cinquième technique, celle qui me met le plus mal à l'aise à raconter, parce que c'est celle qui touche à la famille, on l'appelait l'argent de la famille. Elle utilisait la belle famille thaïlandaise comme levier financier légitime aux yeux du client. Il faut comprendre une chose sur les hommes occidentaux qui viennent en Thaïlande, en particulier les hommes plus âgés, en particulier les Français. Ils ont, pour beaucoup, un rapport très fort à l'idée de la famille. Ils ont eux-mêmes souvent laissé leur famille derrière, ils ont divorcé, ils ont des enfants adultes qui ne les appellent plus, ils portent une culpabilité qu'ils ne s'avouent jamais. Alors quand une jeune femme leur parle avec émotion de sa mère malade, de son père absent, de son petit frère qui doit aller à l'école, ils reconnaissent quelque chose qui leur parle. Ils veulent aider. Ils veulent être le bon père, le bon mari, le bon fils que peut être ils n'ont pas été chez eux. Cette envie, nous la sentions immédiatement et nous l'utilisions. Chaque fille du bar avait ce qu'on appelait son répertoire familial. Ma mère avait un problème de cœur. Ma sœur avait besoin de payer l'école de son fils. Mon frère avait eu un accident de moto. Le toit de la maison au village avait été emporté par les pluies. Ce répertoire, nous l'utilisions selon les besoins, selon le client, selon le moment du mois où nous étions. Ici, il faut que je dise quelque chose de très important, parce que c'est ce que la plupart des vidéos ne disent pas, et c'est ce que les hommes qui racontent leurs mésaventures ne comprennent presque jamais. Quand une femme du bar vous raconte, en pleurant, que sa mère est malade, et qu'il faut 200 euros pour l'opération, il y a 3 possibilités, et ces 3 possibilités coexistent presque toujours dans la même soirée. Première possibilité, la mère est vraiment malade. Il faut vraiment 200 euros, ou pas exactement 200, mais pas loin, et la fille pleure vraiment parce qu'elle a peur, et parce qu'elle est fatiguée. Deuxième possibilité. La mère est une fiction. Elle est en bonne santé, elle vit dans son village, elle n'a besoin de rien. La fille a inventé l'histoire parce qu'elle avait besoin d'argent ce mois-ci pour ses propres dépenses, et les larmes sont techniques, apprises, préparées devant un miroir. Troisième possibilité, et c'est celle que personne ne veut entendre parce qu'elle est la plus dérangeante, la mère est vraiment malade, la fille pleure vraiment, et en même temps, elle sait très bien que ses larmes accélèrent le virement, et elle en joue légèrement, elle les laisse durer un peu plus longtemps qu'elles ne duraient sans témoin. Elle donne un chiffre un peu plus élevé que le chiffre réel parce qu'elle pense qu'il en restera pour elle. Les 3 possibilités existent. Souvent, dans une même soirée, une même fille passe par les 3 avec 3 clients différents. Souvent, elle ne sait plus elle-même à quelle possibilité elle a affaire. Vous ne pouvez pas savoir. C'est ça que je voudrais que vous compreniez si vous comprenez rien d'autre de cette vidéo. Vous ne pouvez pas savoir, à distance, en lisant un message de 3 lignes accompagné d'une photo d'une chambre d'hôpital que la fille a trouvée sur Internet ou qui montre vraiment sa mère, si l'histoire est vraie, fausse ou vraiment instrumentalisée. Vous n'avez aucun moyen de savoir, aucun. Et ne pas pouvoir savoir, c'est pas la même chose qu'être arnaqué. C'est une asymétrie d'information. La fille sait. Vous ne savez pas, vous êtes dans une situation où vous prenez des décisions financières avec beaucoup moins d'informations que la personne à qui vous transférez l'argent. Cette asymétrie, elle est structurelle. Elle est dans la nature même du système. Elle ne disparaîtra pas parce que vous avez choisi une fille plus honnête que les autres. Parce qu'il n'y a pas moyen, depuis votre position, de savoir qui est plus honnête. Elle ne disparaîtra pas parce que vous êtes plus intelligent, parce que l'intelligence ne compense pas le manque d'information. Elle ne disparaîtra que si vous rentrez chez vous et que vous menez votre vie amoureuse dans un pays où vous parlez la langue et où vous connaissez les codes, ou bien si vous acceptez, en toute conscience,
que ce que vous payez, c'est une prestation, et que cette prestation inclut l'illusion de la sincérité comme composante centrale. Ces deux choix sont respectables. C'est le troisième choix qui produit les catastrophes, celui qui consiste à croire qu'on peut avoir une relation authentique dans une asymétrie d'information aussi profonde. Je voudrais vous parler maintenant de Monsieur Philippe, parce que Monsieur Philippe peut être le client dont je me souviens le mieux, et parce que son cas résume beaucoup de choses. C'était pas son vrai prénom. Nous l'appelions Philippe parce que c'est le prénom qu'il nous avait donné le premier soir, et je n'ai jamais cherché à savoir si c'était son vrai prénom ou pas. C'est courant, dans les bars, que les clients donnent un prénom qui n'est pas le leur, par pudeur ou par précaution, ou simplement parce qu'ils veulent être quelqu'un d'autre le temps de leurs vacances. Philippe avait 62 ans quand je l'ai rencontré, j'en avais 22. Il était retraité de la fonction publique française, quelque chose dans les impôts ou dans les douanes, je ne me souviens plus exactement. Il venait à Pattaya 3 semaines par an, en février, quand chez lui il faisait froid et gris et qu'il n'en pouvait plus. La première fois qu'il est entré dans le bar, il s'est assis à une table dans le fond, il a commandé une bière, et il n'a parlé à personne pendant 1 heure. C'était un signe. Les hommes qui parlent tout de suite à toutes les filles sont faciles. Les hommes qui attendent, qui observent, qui hésitent sont plus difficiles, mais aussi plus fidèles quand ils choisissent. Je suis allé le voir, je me suis assise à côté de lui, je lui ai pas dit tout de suite tu veux m'offrir un verre. Je lui ai dit, en français maladroit, t'as l'air fatigué, tu veux qu'on parle? Il m'a regardé, il a souri un peu, et il m'a dit, oui. Philippe et moi, nous avons passé les 3 semaines suivantes ensemble. Presque tous les soirs, il venait au bar. Presque toutes les nuits, il payait la barre fine. Et nous marchions dans les rues de Pattaya, en parlant de tout et de rien. Il me parlait de son ex-femme, qu'il avait quittée 10 ans plus tôt pour un autre homme. Il me parlait de sa fille, qui vivait à Lyon et qui ne l'appelait qu'à Noël. Il me parlait de son appartement à Reims, qu'il trouvait trop grand depuis le départ de sa femme. Il me parlait presque jamais de son travail. Il me disait souvent, « Avec toi, je peux dire n'importe quoi, tu ne juges pas. » C'était vrai que je ne jugeais pas. Je n'avais aucune raison de juger. J'écoutais, je posais des questions. Je me souvenais des prénoms qu'il mentionnait. Et le lendemain, je lui demandais des nouvelles de sa fille par son prénom. Et son visage s'ouvrait comme si je venais de lui offrir un cadeau. Le dernier soir, avant son départ, il m'a demandé si je voulais qu'il continue à m'envoyer de l'argent entre ses visites pour que je n'ai pas besoin de travailler dans le bar. Il m'a proposé 50 000 bahts par mois, à peu près 1 300 €. C'était une somme importante pour lui, je le savais parce qu'il m'avait dit ce qu'était sa retraite. C'était une somme correcte pour moi, à peu près la moitié de ce que je gagnais un bon mois au bar. J'ai dit oui. Nous nous sommes mis d'accord sur le fait que je continuerais à travailler au bar, mais que je ne sortirais plus avec d'autres clients. C'était le mensonge sur lequel notre arrangement reposait, et Philippe le savait, je savais qu'il le savait, nous n'en avons jamais parlé. Il est revenu pendant 4 ans. Chaque année, en février, pendant 3 semaines. Entre les visites, il m'envoyait 50 000 bahts par mois. Entre les visites, je sortais avec d'autres clients quand il le fallait, avec précaution, en évitant les régulières qui auraient pu le lui dire. Philippe était gentil. Il était vraiment gentil, et je sais faire la différence. Il n'a jamais été violent, jamais été méprisant, jamais été de ces clients qui vous font sentir qu'ils vous achètent. Il croyait que je l'attendais. Il croyait que sa générosité était récompensée par ma fidélité. Il croyait que nous étions dans une forme de relation différente d'un mariage, mais pas moins réelle. Je l'attendais, d'une certaine façon, pas de la façon qu'il imaginait, mais je pensais à lui, je me souvenais de lui, je préparais son arrivée. Est-ce que c'était de l'amour? Non, c'était pas de l'amour. Est-ce que c'était un mensonge complet? Non, c'était pas un mensonge complet non plus. C'était autre chose, quelque chose pourquoi il n'existe pas de mots dans aucune langue que je connais. Quelque chose qui existe seulement dans ces bars-là et qui ne se traduit ni en français ni en thaï. La 4e année, Philippe n'est pas revenu. Il n'a plus envoyé d'argent, j'ai jamais su ce qui s'était passé. Peut être un problème de santé. Peut être une nouvelle femme dans son village en France. Peut être qu'il avait compris quelque chose. Peut être qu'il était mort. J'ai pensé à lui pendant plusieurs mois. J'ai vraiment pensé à lui. C'était pas de l'amour, mais c'était pas rien non plus. Après 3 ans à Pattaya, j'ai eu envie de changer. Pas parce que je voulais sortir du milieu, j'y pensais pas encore, mais parce que je voulais un environnement moins bruyant, moins purement transactionnel. Une des amies de Mahem tenait un établissement à Bangkok, dans le quartier de Sukhumvit, plus haut de gamme, avec une clientèle différente. Moins de touristes de passage, plus d'expatriés installés depuis longtemps, quelques hommes d'affaires en déplacement. Les tarifs étaient plus élevés, les attentes aussi. Il fallait savoir tenir une conversation en anglais ou en français pendant plusieurs heures sans jamais donner l'impression de s'ennuyer. Il fallait s'habiller autrement, se maquiller autrement, connaître certaines marques, savoir de quoi on parlait quand un client mentionnait telle destination de vacances ou tel restaurant. Je suis resté à Bangkok 2 ans. J'ai gagné beaucoup plus d'argent que j'en avais jamais gagné.
J'ai envoyé à ma mère de quoi refaire le toit de la maison, acheter une nouvelle machine à coudre professionnelle, payer les frais de scolarité de mon petit frère pour toute sa dernière année de lycée. J'ai commencé à mettre de côté sérieusement pour la première fois de ma vie. Je m'étais fixé un chiffre à partir duquel j'arrêterai, à partir duquel je rentrerai dans ma province et je ferai autre chose. Ce chiffre, je m'en approchais. Et puis il y a eu l'épisode dont je vais parler maintenant parce que je pense qu'il est important, même s'il est pénible à raconter. Le gérant de l'établissement de Bangkok était un homme thaïlandais d'une 50aine d'années. Je veux pas dire son nom, non pas par peur de représailles, il travaille plus dans le milieu depuis longtemps, mais parce que je pense que ça n'ajouterait rien. Cet homme avait mis en place un système qui n'était pas dans les règles officieuses du milieu. Il prélevait un pourcentage supplémentaire sur les barres fines, au-delà de ce qui revenait normalement à l'établissement. Ce pourcentage, il le prenait discrètement, en nous rendant simplement moins d'argent que ce à quoi nous avions droit. Certaines filles ne s'en apercevaient pas parce qu'elles ne comptaient pas. Moi, je comptais. J'avais toujours compté. C'était l'enseignement que Mahem m'avait donné le premier soir et je ne l'avais jamais oublié. Je suis allé le voir calmement, avec mes chiffres écrits sur une feuille, et je lui ai dit qu'il y avait une erreur dans mes comptes. Il m'a répondu qu'il n'y avait pas d'erreur. Je lui ai demandé de m'expliquer. Il m'a dit que je ne comprenais pas comment ça fonctionnait ici. Je lui ai dit que je comprenais très bien et que ce qu'il prélevait n'était pas conforme aux règles que toutes les filles connaissaient. Il a changé de visage. Il ne m'a pas frappé. Il m'a même pas menacé directement. Mais pendant la semaine qui a suivi, il s'est arrangé pour que je ne sorte presque plus. Il m'a signé les tables les plus difficiles, celles avec les clients ivres ou désagréables. Il me demandait de rester tard alors que je n'avais rien à faire. Il faisait passer devant moi, dans l'ordre de préférence auprès des clients, des filles moins expérimentées, ce qui est une humiliation dans le milieu. Et surtout, il est venu me parler 2 fois, dans la petite pièce du fond, seul, en fermant la porte derrière lui, sans jamais faire un geste inapproprié, mais en se tenant assez près pour que je comprenne que la prochaine étape était possible. Je n'ai jamais su et je ne saurais jamais jusqu'où il serait allé si j'étais resté. Je suis parti. Le samedi soir de cette semaine-là, à la fin de mon service, j'ai vidé mon casier dans un sac, j'ai récupéré mon salaire de la semaine, sans discuter du montant réduit qu'il m'a remis, et je suis rentré à mon appartement. Le lundi matin, j'ai téléphoné à une fille que j'avais connue à Pattaya, et qui avait déménagé à Chiang Mai 2 ans plus tôt. Je lui ai demandé si il y avait de la place dans son bar. Elle m'a dit oui. Le mercredi, j'étais dans le bus de nuit pour Chiang Mai avec 2 valises et mon petit sac d'économie caché sous les vêtements. Cet épisode, je le raconte parce que je veux qu'on comprenne que le système que je décris n'est pas un paradis pour les filles qui y travaillent. Il y a des règles, il y a des équilibres, il y a des façons de fonctionner qui protègent à peu près. Mais quand ces règles sont violées par ceux qui ont le pouvoir dans un établissement particulier, il n'y a personne à qui se plaindre. Pas de syndicat, pas de patron au-dessus du patron, pas de police à qui vous puissiez expliquer que vous êtes prostituée et qu'on vous vole. Vous êtes toute seule, avec votre calcul. Et votre calcul vous dit à un moment donné qu'il faut partir. J'ai eu de la chance. J'ai eu la chance d'avoir un réseau, une fille qui pouvait me caser ailleurs, un peu d'argent de côté pour tenir le temps du déménagement. Beaucoup de filles n'ont pas cette chance. Elles restent, elles paient le prélèvement, elles acceptent la semaine de pression, elles finissent par accepter des choses qu'elles n'auraient jamais acceptées à leur arrivée. C'est comme ça que la structure économique produit des filles piégées. Pas par méchanceté, par mécanique. Chiang Mai, ce sont les 2 dernières années de mon histoire. Le bar où j'ai travaillé était petit, une quinzaine de filles, une clientèle très différente de Pattaya et de Bangkok. Chiang Mai attire un autre type d'homme occidental, souvent plus âgé, souvent installé sur place depuis plusieurs années, avec un visa long, une maison louée à l'année, une petite retraite européenne qui suffit à vivre confortablement dans le nord de la Thaïlande. Ces hommes ne viennent pas pour 3 semaines de fête. Ils viennent parce qu'ils vivent ici et qu'ils cherchent une compagnie régulière. Le bar de Chiang Mai avait, pour beaucoup de filles, une fonction différente. C'était le lieu où on rencontrait le client qui allait devenir le régulier, celui avec qui on allait construire une relation semi-officielle, avec un appartement partagé, un versement mensuel, une vie qui ressemblait à une vie de couple, sans l'être tout à fait. C'est à Chiang Mai que j'ai rencontré Rung. Rung n'était pas son vrai prénom, c'était son surnom de bar, mais je ne l'ai jamais connu autrement. Elle avait 28 ans à l'époque, elle venait de Mae Hong Son, dans les montagnes du Nord, une région encore plus pauvre que la mienne. Elle avait un fils de 7 ans, qui était élevé par sa mère dans son village d'origine. Rung travaillait pour payer l'école privée de ce fils, parce qu'elle voulait qu'il ait autre chose que ce qu'elle avait eu. C'était sa raison, elle n'en avait pas d'autre. Elle ne cherchait pas de clients réguliers.
Elle ne construisait pas de projet narratif. Elle ne suivait pas les techniques que j'ai décrites, ou alors elle les suivait mal, sans conviction. Elle faisait le minimum pour toucher ses commissions. Elle sortait quand il le fallait pour compléter ses revenus, et elle rentrait dans son appartement à côté du mien, où elle passait ses journées à regarder la télévision et à envoyer des vidéos à son fils sur la petite tablette qu'elle avait achetée pour ça. Rung n'avait pas ma patience. Elle n'avait pas mon calcul. Mais elle avait quelque chose que je n'avais pas, qui était l'humour. Elle riait tout le temps, elle se moquait des clients pénibles, elle imitait Mahem, qu'elle n'avait jamais rencontrée, mais que je lui avais tellement décrite qu'elle avait l'impression de la connaître. Le soir, quand nous rentrions ensemble à travers les petites rues de la vieille ville de Chiang Mai, elle me racontait des blagues qu'elle inventait sur le moment, et je riais tellement que j'en avais mal au ventre. Rung est morte, il y a environ 2 ans, d'un problème de santé qui aurait pu être soigné si elle avait consulté plus tôt, et qui ne l'a pas été parce qu'elle n'avait pas de couverture médicale et qu'elle ne voulait pas dépenser l'argent de l'école du fils. Son fils est aujourd'hui élevé par la mère de Rung, dans le village où Rung a grandi. Je lui envoie de l'argent tous les mois pour cette école. C'est pas beaucoup, c'est pas assez, mais c'est tout ce que je peux faire. Je préfère vous le dire, parce que si je ne vous disais que les techniques et les calculs, vous n'auriez qu'une moitié de l'histoire. À Chiang Mai, j'ai eu le temps d'observer les hommes autrement qu'à Pattaya, où tout va très vite et où on n'a jamais le temps de comprendre qui est vraiment en face de vous. À Chiang Mai, les clients revenaient, on les voyait chaque semaine, parfois pendant des années, on avait le temps de comprendre, et j'ai fini par distinguer 3 types de clients, que je vais vous décrire non pas pour vous juger si vous êtes venu en Thaïlande, mais pour que vous puissiez vous situer honnêtement. Le premier type, c'est le touriste conscient. Il sait ce qu'il paie, il sait combien. Il vient, il passe un bon moment, il paie le prix, il repart sans surprise, il peut revenir plusieurs fois sans jamais confondre la transaction avec une relation. Ce type de client représente, selon mon expérience, la minorité la moins problématique, et je le respecte. Pas parce qu'il est vertueux, mais parce qu'il est lucide. Il n'y a pas d'asymétrie destructrice dans sa tête. Il achète ce qui est vendu, et il ne pense pas qu'il achète autre chose. Le deuxième type, c'est le romantique rationalisé. Il commence comme le premier type, puis il glisse. Après quelques semaines, quelques mois, il commence à se dire que la fille qu'il a choisie est différente des autres, que ce qu'ils ont ensemble n'est pas comme les autres, que peut-être elle l'aime vraiment, ou du moins qu'elle pourrait l'aimer si les conditions s'y prêtaient. Ce glissement, il est parfois entretenu activement par la fille, avec les techniques que j'ai décrites. Il est parfois spontané, chez le client lui-même, sans que la fille fasse quoi que ce soit de particulier. C'est ce deuxième type qui envoie 10 000 euros, 20 000 euros, 50 000 euros au fil des années, sans jamais se rendre compte du montant total qu'il a envoyé. C'est ce type qui, un jour, apprend une nouvelle qui lui déchire le monde en deux, et qui rentre chez lui, et qui fait une vidéo pour raconter à quel point il a été arnaqué. Le troisième type, c'est le régulier installé. Il vient depuis des années, il connaît les règles, il a négocié avec sa partenaire une forme de contrat tacite qui est un contrat de fait, sinon de droit. Elle est plus ou moins exclusive avec lui en échange d'un revenu régulier. Il sait qu'il n'y a pas d'amour au sens où sa mère à Bruges ou à Marseille comprenait le mot amour. Il sait qu'il y a une relation avec ses avantages, ses inconvénients, ses règles, son coût. Il paie ce coût sans illusion, il en tire ce qu'il y a à en tirer, il continue jusqu'à ce que la relation s'épuise ou qu'un événement extérieur y mette fin. Ce troisième type est, à mes yeux, le plus honnête. Pas moralement plus honnête, c'est pas mon rôle de dire ça, simplement plus clair sur ce qu'il achète. Ce sont les hommes que je respectais le plus dans le bar, non pas parce qu'ils me traitaient mieux, ils me traitaient pas nécessairement mieux, mais parce que je pouvais avoir avec eux une conversation où personne ne prétendait quoi que ce soit. Cette conversation-là, dans un bar de filles, est très reposante quand on la trouve. On peut être fatigué, on peut avoir mal aux pieds, on peut avoir envie de rentrer, et le client vous dit « D'accord, va rentrer, on se voit demain », sans qu'il y ait de drame, sans qu'il faille jouer la comédie, sans qu'il faille pleurer sur commande. Je voudrais dire quelques mots sur ce que le mot arnaque ne couvre pas, parce que je pense que c'est le nœud de tout ce que je raconte. Une arnaque, dans mon esprit, suppose une victime innocente d'un côté et un prédateur calculateur de l'autre. La réalité du bar de filles est différente. Les clients sont presque jamais complètement innocents. Ils savent, la grande majorité, qu'ils paient pour une illusion d'affection. Beaucoup la paient sciemment parce que cette illusion est meilleure que la solitude réelle qu'ils ont laissée derrière eux dans leur pays, dans leur mariage épuisé, dans leur veuvage récent, dans leur retraite, qui les a coupés de tout ce qui donnait du sens à leur vie. Les femmes ne sont presque jamais complètement des prédatrices. Beaucoup sont dans une position économique contrainte qui rend l'usage de ces techniques une stratégie de survie plutôt qu'un projet délibéré de nuire à quelqu'un. Ce qui se passe dans un bar de filles, c'est pas une arnaque. C'est une transaction dans laquelle les deux parties connaissent les règles de surface et dans laquelle une seule des deux parties connaît les règles profondes. Le client croit que les règles profondes lui sont favorables. La fille sait que les règles profondes sont les siennes.
Cette asymétrie n'est pas de la méchanceté. Elle est structurelle. Elle est produite par la situation économique dans laquelle se rencontre un homme qui a de l'argent et qui manque d'affection, et une femme qui a de l'affection à vendre et qui manque d'argent. Cette rencontre, elle est ancienne. Elle existait avant les bars de Pattaya, elle existera après eux. La seule différence, dans la version thaïlandaise, c'est la distance culturelle et géographique qui rend l'asymétrie d'information encore plus grande qu'elle ne l'est dans les mêmes transactions ailleurs. J'ai arrêté il y a 3 ans. Je vais vous raconter comment, brièvement, parce que c'est pas dramatique et parce que je veux pas que cette partie prenne plus de place que ce qu'elle mérite. Je m'étais fixé un chiffre à Bangkok, je l'ai dépassé à Chiang Mai. J'aurais pu continuer, beaucoup de filles autour de moi continuaient. Certaines pour de bonnes raisons, certaines par habitude. Un soir d'été, à Chiang Mai, j'ai reçu un message de ma sœur aînée. Ma mère avait fait une petite chute chez elle, sans gravité, elle allait bien, fallait pas s'inquiéter. Mais ma sœur me disait qu'elle avait vu ma mère marcher et qu'elle marchait autrement, plus lentement, et qu'elle avait pensé, sans oser me le dire directement, que ma mère commençait à devenir vieille. Ma mère avait 59 ans. C'était pas vieille, dans un sens. C'était vieille dans un autre sens. Si on comptait combien d'années on pouvait raisonnablement encore passer ensemble, en supposant que tout se passait à peu près bien. J'ai fait le calcul. Ce calcul-là, je l'avais jamais fait avant. Il m'a donné un chiffre entre 10 et 15 ans. Si tout allait bien, moins si tout allait mal. J'ai regardé autour de moi, dans l'appartement de Chiang Mai, j'ai regardé la petite tablette où Rung m'avait envoyé la veille une vidéo de son fils. J'ai regardé les vêtements de travail pliés sur la chaise. Et j'ai pensé que ce chiffre-là, il me le rendrait pas si je le dépensais dans les bars. J'ai pensé que j'avais quelque chose à faire ailleurs, dans les 10 ou 15 années qui restaient à ma mère. J'ai décidé cette nuit-là. J'ai fini le mois par correction pour mes clients réguliers. J'ai fait mes valises. J'ai pris un train pour Khon Kaen. Ma mère m'attendait à la gare avec ma nièce. Elle m'avait pas vu depuis 14 mois. Elle m'a serré dans ses bras pendant une durée qui, dans mon souvenir, n'avait pas de fin. Elle m'a pas demandé pourquoi je rentrais. Elle savait à sa façon. Aujourd'hui, comme je vous l'ai dit au début, j'ai un petit atelier de couture dans la ville de Khon Kaen. J'ai commencé toute seule, avec 2 machines, et l'expérience que ma mère m'a redonnée patiemment pendant les premiers mois. J'ai embauché une première fille au bout de 6 mois, une deuxième au bout d'1 an, et aujourd'hui nous sommes 10. Nous travaillons pour des revendeurs locaux, principalement des uniformes scolaires, des tenues de travail pour les usines de la région, et quelques commandes de vêtements traditionnels pour les mariages. C'est pas glorieux, c'est pas grand. Je ne gagne pas, chaque mois, ce que je gagnais un bon soir à Bangkok. Mais je dors la nuit sans avoir joué la comédie pendant 8 heures, et cette différence-là, il est difficile de l'expliquer à quelqu'un qui ne l'a pas connue. Ma mère habite à 30 minutes en voiture. Elle vient déjeuner tous les dimanches à l'atelier. Elle a compris, au fil du temps, que je faisais quelque chose qu'elle n'aurait pas fait, et que ce quelque chose n'était pas ce qu'elle aurait imaginé, mais elle ne me pose pas de questions. Nous parlons du prix du riz, nous parlons de la santé de ma tante, nous parlons du bébé de ma sœur aînée, nous parlons de tout, sauf des 7 ans qui séparent la fille qu'elle a laissée partir de la femme qui est rentrée. Ces 7 ans sont un pays étranger dans lequel elle n'a pas envie de voyager. Et moi non plus, je n'ai plus envie d'y retourner. Ning, dont je vous ai parlé au début et dont je vous ai pas encore raconté l'histoire, m'envoie des messages tous les mois depuis la Belgique. Elle a épousé un client belge il y a 5 ans, un homme qu'elle avait connu au bar de Pattaya pendant ma 2e année là-bas. Il avait 48 ans à l'époque, il en a maintenant 53, il travaille dans une entreprise à Liège qui fabrique des pièces pour l'industrie mécanique. Ning a fait les démarches, elle a eu son visa, elle est partie il y a 4 ans, elle a maintenant 2 enfants avec lui, elle a appris le français correctement et un peu de flamand. Elle m'envoie régulièrement des photos de la neige devant sa fenêtre parce qu'elle n'en revient pas encore. Elle me dit qu'elle est heureuse. Je la crois. Je pense qu'elle est heureuse à sa façon dans une vie qui n'est pas celle qu'elle aurait imaginée à 25 ans. Je pense aussi que le chemin pour y arriver a coûté quelque chose qu'elle n'a pas encore complètement mesuré, et qu'elle mesurera peut être un jour ou peut être jamais. Ning est la preuve, si on la cherche, qu'une sortie positive existe. Elle n'est pas idéalisée, elle n'est pas condamnée, elle existe. Elle est une possibilité parmi d'autres. Sur les dizaines de filles que j'ai connues pendant 7 ans, elle peut être la seule qui a eu ce type de trajectoire. Une autre est retournée dans son village avec de l'argent et a ouvert un petit commerce. 3 ou 4 ont continué à travailler dans les bars et le font encore aujourd'hui. Beaucoup ont disparu de ma vie sans que je sache ce qui leur est arrivé. 2, dont Rung, sont mortes. Je voudrais terminer par ceci parce que c'est pour ça que je vous ai écrit et que je vous ai demandé de faire cette vidéo. La semaine dernière, dans mon atelier à Khon Kaen, entre 2 commandes,
J'ai regardé une vidéo sur ma petite tablette, dans les temps morts, pendant que les machines tournaient, sans que j'ai besoin de surveiller. C'était une vidéo en français d'un homme d'une 50aine d'années qui expliquait comment il avait été arnaqué par une femme thaïlandaise qu'il avait rencontrée à Bangkok. Il avait envoyé beaucoup d'argent, il disait pas exactement combien, mais on comprenait que c'était plusieurs dizaines de milliers d'euros sur plusieurs années. Il pleurait dans la vidéo. Sa voix tremblait, il disait que il avait tout perdu, sa maison, ses économies, sa relation avec ses enfants qui lui avaient pas pardonné. Il racontait les techniques dont elle avait usé, il les nommait, il expliquait comment il s'était laissé prendre. Je l'écoutais et je reconnaissais chacune des techniques qu'il décrivait. C'était celle que j'ai utilisée moi aussi avec des clients à moi il y a 4 ou 5 ou 6 ans, dans un autre bar, dans une autre ville. Je les avais utilisées avec plus ou moins de conviction selon les soirs, avec plus ou moins d'efficacité selon les clients, avec plus ou moins de conscience selon les moments. Je ne les avais pas inventées. Je les avais apprises, je les avais transmises sans doute à des filles plus jeunes qui les transmettent maintenant à d'autres. Cet homme qui pleurait dans la vidéo, je n'ai aucun moyen de savoir si la femme qui l'a arnaqué, comme il dit, pensait à lui le soir quand elle rentrait chez elle. Je n'ai aucun moyen de savoir si elle se souvenait de son prénom quand elle notait ces 3 détails dans son carnet, ou si elle l'avait déjà oublié le lendemain matin. Je n'ai aucun moyen de savoir si elle pleurait vraiment quand elle lui envoyait des messages sur la maladie de sa mère, ou si elle pleurait techniquement, ou si sa mère était vraiment malade, et si elle pleurait pour les 2 raisons en même temps. Personne ne peut le savoir. Elle-même ne pourrait plus le dire aujourd'hui avec certitude. C'est peut être ça, la vraie arnaque, si on veut absolument garder le mot. C'est pas l'argent. L'argent, il est parti, il ne reviendra pas, il ne sert plus à rien de compter. La vraie arnaque, c'est l'idée que vous pouviez savoir. L'idée que vous pouviez, depuis votre position, avec les informations dont vous disposiez, distinguer une sincérité d'une performance, une émotion réelle d'une émotion travaillée, une femme qui vous aimait, d'une femme qui vendait du temps. Vous ne pouviez pas. Personne ne peut. C'était pas votre défaut d'intelligence. C'était pas votre naïveté. C'était la structure même de la situation dans laquelle vous étiez entré. Et cette structure ne fait pas de cadeau à personne, ni aux hommes qu'elle vide, ni aux femmes qu'elle forme. Je ne vous demande pas de me pardonner. Je ne vous demande pas de me condamner. Je ne suis pas dans une position où l'un ou l'autre de ces jugements pourrait me changer quelque chose. Je vous demande simplement, si vous êtes un homme qui envisage de venir en Thaïlande pour trouver ce que vous n'avez pas trouvé chez vous, de faire l'exercice honnête, de vous demander ce que vous cherchez exactement et si ce que vous cherchez peut vraiment être trouvé dans un bar. Si votre réponse est oui, achetez la prestation, payez le prix affiché, ne prétendez rien de plus et vous ne serez pas déçu. Si votre réponse est non, si ce que vous cherchez est de l'amour, au sens où votre mère comprenait le mot amour, alors rentrez chez vous, cherchez cet amour dans un pays où vous parlez la langue et où vous connaissez les codes, dans une ville où vous avez des amis qui peuvent vous dire quand vous vous trompez, ce sera plus lent, ce sera plus difficile. Peut être décevant, mais au moins quand quelqu'un pleurera devant vous en vous disant que sa mère est malade, vous aurez une chance de savoir à peu près si c'est vrai. Et cette chance de savoir, aussi petite soit-elle, c'est ce que vous ne trouverez jamais dans un bar de Pattaya, ni de Bangkok, ni de Chiang Mai, ni d'ailleurs. C'est pas la faute des filles qui travaillent, c'est pas votre faute non plus. C'est simplement ce que ces bars sont depuis toujours, et ce qu'ils seront tant qu'il y aura des hommes seuls avec de l'argent et des femmes pauvres avec du temps à vendre. Je vous remercie de m'avoir écouté, je retourne à mes machines. Les uniformes scolaires n'attendent pas.